le monde. Donc, je suis content d'être là avec vous ce soir. Merci à la PCHQ, puis aussi l'Expo Habitat et Remax pour cette opportunité. On m'a demandé de vous adresser ce soir sur les questions que vous devez idéalement avoir les réponses avant même d'appeler un inspecteur en bâtiment. Donc, on va regarder ça ensemble ce soir. Mais avec le titre, je peux voir que possiblement ça donne l'idée que c'est des choses à vérifier à place de faire venir un inspecteur en bâtiment. Puis, c'est pas l'objectif. L'idée, c'est d'avoir le plus de réponses possibles avant l'inspection pour être certain qu'on inspecte le bâtiment que vous allez acheter. Idéalement, que vous n'aurez pas à faire 2 ou 3 inspections pour votre prochain achat, mais un seul. Donc, je me présente rapidement. Comme vous savez, moi, je m'appelle Jeffrey Lessard. Je suis inspecteur en bâtiment dans la région là, depuis 2015. Et puis, j'ai eu la chance de travailler beaucoup là, avec les différentes bannières dans la région. Puis, après plus de 2000 inspections, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait certains points qui touchent au bâtiment que je pouvais voir en inspection, discuter avec mes clients. Mais c'était des points importants qui étaient disponibles. L'information était disponible avant même l'inspection. Puis, c'est toujours décevant là, si on fait une inspection, les gens déboursent l'argent et finalement, pour un point qui ne faisait pas partie de l'inspection, on n'achète pas le bâtiment ou bien on entame une négociation. Donc, mon objectif ce soir, c'est pas de vous sauver l'inspection, mais plutôt que vous en ayez juste une puis que ce soit la bonne. Donc, on va débuter. Je vais prendre environ 20 minutes pour présenter les différents sujets. J'ai fait un peu de cherry picking, là, pour emprunter l'expression, de vraiment les points les plus communs dans la région. Et puis, sans prétendre de couvrir tous les points essentiels. Pour tous les autres points qu'on n'aura pas de temps de vérifier ce soir, mon conseil pour vous, si vous achetez, c'est trouvez-vous un courtier immobilier qui pourra vous guider à travers tout ce processus-là. Parce que moi, je vais focuser sur 5 ou 6 points majeurs, mais il y en a des dizaines. Puis lors de l'inspection, votre inspecteur va pouvoir vérifier les 300 quelques composantes de la propriété qui est relatif à l'inspection. Donc, on va se concentrer sur les grandes lignes là, à vérifier avant. Puis, je vais essayer aussi de vous donner des pistes pour savoir où chercher cette information-là, si jamais l'information n'est pas directement disponible pour vous. Donc, commençons. Donc, le premier point, on va l'éliminer tout de suite. C'est le gros point là, en Mauricie, c'est la question de la pyrrhotite. C'est surprenant, mais encore aujourd'hui, en 2021, donc 12 ans après la fin là, de la carrière à Saint-Boniface, il y a encore des maisons à vendre qui n'ont pas eu leur test de pyrrhotite. Donc, peut-être vous venez d'une autre région, pyrrhotite, c'est quelque chose de très, très local. Donc, en gros, comme problématique, c'était une carrière qui fournissait la pierre ou l'agrégat qui va dans le béton, dans la région, était contaminé de pyrrhotite. C'est un minéraux sulfureux qui éclate après un certain nombre d'années d'être en contact avec l'humidité. Donc, ça affaiblit les fondations et puis, dans le pire scénario, on doit remplacer les fondations, donc c'est des coûts majeurs. Donc, si vous achetez une propriété qui était construite entre 1996 et 2008, inclusivement, donc avant puis après, pas besoin de faire de test, mais il devrait avoir une expertise de pyrrhotite qui a été faite sur cette propriété-là. Puis, à toutes les quelques semaines, là, je rencontre un bâtiment que le test n'est pas encore fait. Des fois, c'est en cours d'être fait. Puis, vous avez le droit d'exiger là, que ça soit fait par le propriétaire. La raison, je le mentionne, parce qu'aussitôt qu'il y a un courtier immobilier impliqué dans la vente de la propriété, on est sûr que le test va être fait. Lorsque c'est compliqué, c'est l'interprétation de l'expertise. Donc, ce que vous voulez voir à la conclusion d'une expertise de pyrrhotite, c'est la phrase « Cette propriété ne présente aucun risque de détérioration dû au phénomène lié à la pyrrhotite. » Quand c'est noir sur blanc, c'est clair que ça, aucun problème, c'est très clair.
lorsque les cartes se brouillent un petit peu, c'est lorsque la conclusion est plus en termes de jargon technique d'ingénieur. Donc, des fois, moi, j'en ai lu plusieurs, puis parfois, c'est pas clair. Donc, avant l'inspection, donc entre le moment où vous réservez votre inspecteur et la date de l'inspection, prenez le temps de lire la conclusion. Puis si c'est pas clair, attendez pas. Appelez tout simplement le laboratoire qui a fait l'analyse, parce qu'un inspecteur ne peut pas interpréter le rapport. C'est à votre disposition, c'est dans votre responsabilité comme acheteur là, de poser la question à l'ingénieur, à la firme qui a fait l'expertise, puis ils vont vous l'expliquer. Ça va être très clair là, par la suite. Donc, c'est la chose qu'on veut vérifier. Ensuite, le deuxième point à être conscient pour ce qui est de l'achat, c'est vraiment, ça c'était notre photo de la pyrétite, ça c'est l'expansion qu'on voit, là, sa fissure. Le deuxième point qui est souvent disponible comme information avant même que j'arrive en inspection ou un autre inspecteur arrive en inspection, c'est la présence d'amiante ou des produits qui pourraient contenir de l'amiante. Alors, lorsque vous lisez la déclaration du vendeur, il y a un point qui pose la question, y a-t-il des matériaux susceptibles à contenir de l'amiante à votre connaissance sur la propriété? Puis, la plus commune, là, c'est celle qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on appelle de la vermiculite. C'est un isolant. Dans beaucoup de maisons là, construites en 1950 et 1970 à peu près, là, c'est pas étanche comme chiffre, mais c'est un approximatif. C'était même subventionné. Là. C'est un bon isolant, mais à l'occasion, peut contenir de l'amiante. Donc, ça nécessite une expertise, donc une analyse en laboratoire. Il y a des firmes spécialisées pour ça. Ma compagnie, on offre l'expertise de ce côté-là. Donc, on peut prendre un échantillon et l'envoyer en laboratoire. Donc, à peu près une fois sur deux par expérience, les propriétaires ils le savent et c'est indiqué sur la déclaration du vendeur. L'autre fois sur deux à peu près, il n'y a personne qui savait. Donc, ça arrive assez fréquemment que j'arrive dans le grenier, on tasse l'isolation et puis on se rend compte qu'en dessous, il y a une couche de vermiculite qui est là depuis 60-70 ans, que personne n'est au courant. Donc, pour ces fois-là, c'est une surprise d'inspection, mauvaise surprise, mais quand même qui est là. Mais pour la fois sur deux qu'on peut savoir s'il contient de l'amiante avant même l'inspection, c'est des informations pertinentes parce que l'impact sur l'achat, c'est le coût de décontamination. Donc, ça varie entre 5 et 10 $ le pied carré là, de décontamination. Donc, c'est une analyse à faire. Et puis, au moins avoir soit la preuve qu'elle ne contient pas d'amiante ou de voir avec votre courtier immobilier là, si ça a un impact sur votre transaction. Ça ici, c'est une isolation qu'on voit souvent sur les conduits de ventilation qui contient de l'amiante. Donc, ça aussi, on peut l'expertiser. Habituellement, il n'y en a pas autant que ça dans les maisons. Souvent, c'est des petites plaques là, entre la charpente et les conduits de ventilation qui sont relativement faciles à retirer. Lorsque c'est facile à retirer, là, qu'il n'y a pas de coût relié à ça, c'est assez anodin là, comme constat. Une autre chose qui est disponible comme information avant l'inspection, l'inspecteur ne va pas vous indiquer si votre terrain se trouve en zone inondable. Il y a des cartes qui existent là, au niveau municipal qui déterminent très, très précisément les zones considérées inondables et la fréquence de ces zones-là, d'inondation dans ces zones-là. Justement, c'est une bonne journée pour ça. Là. Il y en a eu aujourd'hui là, à Louisville, puis à certains endroits dans la région, l'eau monte ce temps-ci de l'année. Donc, c'est pertinent lorsque vous achetez votre propriété, surtout les belles propriétés en bord de rivière, là, au bord du lac Saint-Pierre, de savoir, là, y a-t-il un risque de ce côté-là? Donc, si le certificat de localisation est à jour, ça va être indiqué sur le certificat. En cas de doute, appelez la municipalité. C'est aussi des recherches que vos courtiers font pour vous là, lorsqu'ils inscrivent une propriété. Les autres éléments qu'on n'inspecte pas
mais qui sont importants pour une propriété lors d'un achat. Ce sont tout ce qui est installation privée. Alors, les fosses septiques et les puits. Donc, ici, à l'écran, là, vous avez une image, là, un dessin technique d'un système privé. En ville, c'est pas... on n'a pas de ça en ville. C'est vraiment en campagne, surtout si vous achetez un chalet. C'est le type d'installation qu'on va retrouver très, très souvent. Et puis, si vous achetez, par exemple, un chalet, c'est peut-être la première fois que vous allez avoir une fosse septique et un champ d'épuration. Donc, quelques règles, quelques barèmes à connaître par rapport à ça. Il y a plusieurs types de fosses septiques. Il y a plusieurs types d'installations, de systèmes de traitement d'eau. Mais à la base, là, on a le bassin de captation d'eau, la fosse qui retient les solides. Puis après ça, le champ qui épure l'eau, donc qui prenne le liquide et le purifie dans le champ d'assainissement. Donc, les experts nous disent qu'un champ d'épuration moyen dure à peu près en moyenne 40 ans. Donc, très souvent, c'est un peu plus que ça, mais c'est environ 40 ans. Donc, si vous achetez une maison qui a une fosse d'origine bâtie avant 1980, ça vaut la peine de prévoir une expertise. Il y a des firmes spécialisées là-dedans. Ils vont prendre des échantillons de terre, ils vont vérifier pour voir si le sol percole encore bien. Aussi, la municipalité, c'est une autre source d'information parce que c'est eux qui vont faire le nettoyage, là, de vider les fosses à tous les 2 ans, généralement. Et puis, lorsqu'ils trouvent une fosse qui est non conforme, exemple, un ancien baril d'huile qui sert de fosse, ou parfois, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de champ, seulement le tuyau qui sort dans le coulé. Habituellement, ils vont le noter. Et puis, ça va être sur le dossier de cette adresse-là à la ville. Donc, la municipalité, c'est une source d'information pertinente là, pour votre propriété. Pour ce qui est des puits, ça aussi, c'est une information qui est disponible avant même l'inspection. C'est la source d'eau. Si vous achetez un terrain avec un puits, que ce soit un puits artésien, comme on voit sur la photo, un puits de surface, qui est en fait un trou généralement entre 10 et 30 pieds de profond, généralement 4 à 5 pieds de large, idéalement en béton, parce que l'eau de la nappe phréatique va monter. Les deux sortes de puits peuvent être très bons, mais nécessitent habituellement un traitement d'eau, que ce soit pour les bactéries, les coliformes, les métaux. Donc, ça vaut la peine là, de faire venir une compagnie spécialisée pour faire le test d'eau. Parce que nous, comme inspecteurs en bâtiment, lorsqu'on fait une inspection, on peut faire une analyse d'eau pour les coliformes et tout ça. Mais ce que vous voulez vraiment savoir, une fois qu'on a les résultats, c'est que ça prend quel système pour traiter l'eau pour qu'elle soit bonne à boire. Donc, c'est là qu'une compagnie spécialisée va pouvoir vous guider mieux que l'inspecteur en bâtiment. Les fondations en bloc de béton, ça aussi, c'est souvent marqué sur la fiche, sur Centris, sur la déclaration du vendeur, le type de fondation. C'est très rare qu'on se trompe là-dessus. Ça arrive là, que des fois, il y a un beau crépi sur la fondation hors sol, l'intérieur est tout fini, et puis on dit que c'est en béton coulé, mais en réalité, c'est en bloc de béton. C'est des erreurs qui arrivent une couple de fois par année, mais généralement, c'est indiqué sur la déclaration du vendeur. Puis, ce que vous devez savoir sur les fondations en bloc de béton, c'est que c'est généralement des bonnes fondations pour ce qui est de la compaction. Tu sais, c'est des blocs de béton, donc sont fortes. C'est une fondation qui est forte. Mais le défi avec les blocs de béton, c'est les joints de mortier. Donc, on voit dans la photo, si vous regardez, on dirait des cernes autour des joints de mortier. Ça, c'est l'eau qui a traversé le joint de mortier. Et quand l'eau a séché, a laissé une croûte de minéraux, là, ce qu'on appelle de l'efflorescence sur le bloc. C'est quelque chose qui va être vu en inspection, mais c'est signe qu'il y a des infiltrations d'eau occasionnelles à cet endroit-là. Donc,
quelques éléments à savoir. Premièrement, il y a des solutions à tous les problèmes dans le bâtiment. Donc, la solution ultime pour cette maison-là, particulièrement, qui a des infiltrations d'eau par les blocs de béton, ce serait l'installation d'une membrane à l'extérieur et un drain périmétrique, un drain français autour de la maison. Donc, ça réglerait le problème d'infiltration d'eau. Mais parfois, on n'a pas l'intention de finir le sous-sol. Puis, vous allez même voir là, dans la déclaration du vendeur, exemple au printemps, puis lors de fortes pluies, il y a des infiltrations d'eau occasionnelles, exemple dans la chambre froide ou en dessous de l'escalier. Donc, c'est toujours bon de savoir ça quand vous arrivez en inspection, qu'une fondation en bloc, il est plus à risque d'infiltration d'eau. Et puis, si vous laissez sur les blocs de béton, c'est un plancher non fini sur béton, puis un drain et une pompe, on peut vivre avec ça. On peut gérer l'eau à l'intérieur. Mais si votre intention, c'est de finir avec 3 chambres à coucher, avec une salle de bain puis une salle familiale au sous-sol, dans cette maison-là, par exemple, prévoyez aussi de mettre le drain puis la membrane au niveau de l'extérieur. Donc, c'est une surprise que vous pouvez vous sauver là, lors de l'inspection, de prévoir ce type de travaux-là, dépendamment des rénovations que vous avez en tête là, pour la propriété que vous voulez acheter. L'autre chose qui est aussi disponible sur la déclaration du vendeur, c'est les incidents antérieurs. Donc, que ce soit quelque chose qui ne touche pas vraiment à mon domaine, mais le vol ou un mort violent ou des choses comme ça dans le bâtiment. Mais vraiment, ce qui m'importe comme inspecteur, c'est les infiltrations d'eau et les incendies. Les infiltrations d'eau, parce que c'est là qu'on peut avoir des dommages plus importants. On peut avoir de la moisissure ou c'est le problème par excellence dans le bâtiment, c'est l'infiltration d'eau. Et puis l'autre, comme vous voyez dans la photo, c'est une charpente de bois qui a été endommagée par un incendie. Donc, des fois, les propriétaires ne sont pas au courant. Des fois, ils n'ont pas fait inspecter. Et puis, quand j'arrive en inspection, c'est une nouvelle, là, une surprise pour tout le monde. Mais parfois, c'est inscrit, oui, en 1992, il y a un incendie qui a détruit la cuisine, puis tout a été refait. Par exemple, il y a une partie qui a été refaite par les assureurs. Donc, l'important pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé et idéalement, si ça existe encore, là, c'est sûr, si c'est en 1992, ça se peut qu'il n'y ait plus de facture. Mais si vous avez des factures garanties qui suivent, habituellement, c'est bon signe que les choses ont été faites par des professionnels et que le problème a été réglé. Donc, lors de l'inspection, votre inspecteur va pouvoir valider le tout, là, si les choses sont bien faites. Par exemple, dans cet entretoit-là, la structure est lourdement endommagée, là, donc il y a des travaux additionnels à faire. Est-ce qu'il restait un autre point? Je crois que oui. Ah oui! Mon préféré, c'est lors d'une... en fait, si jamais vous faites affaire avec moi ou un de mes collègues là, en inspection, une des premières questions qu'on va vous poser, c'est quels sont vos projets pour la maison? C'est toujours pertinent, là, si vous arrivez à une maison, habituellement, on a des attentes pour la propriété. Puis, un des rôles de l'inspecteur, c'est de vous aider à voir si la propriété correspond à vos attentes par rapport à vos projets, ou du moins comment faire agencer votre projet et la maison en question. Donc, le plus commun que je rencontre, c'est vraiment les blocs de béton, ce qu'on parlait tantôt, qu'on a des projets pour le sous-sol, mais tout d'un coup, on a un projet de 20 000 de plus pour le drainage et tout ça. Donc, c'est toujours bon de faire affaire avec un entrepreneur, parce que lors de l'inspection, moi ou peu importe l'inspecteur ne peut pas vous faire de soumission, parce qu'on n'est pas des entrepreneurs. On ne peut pas vous donner des idées de grandeur par rapport à ce mur-là. Est-ce qu'il est porteur? Des fois, c'est évident, donc on peut le dire que oui. Mais très souvent, il y a des projets de rénovation. Donc, c'est toujours bon de faire 2 visites. Donc, vous avez l'inspecteur qui vient pour vous dire, oui, l'état du bâtiment, il est selon ce que vous avez besoin pour votre achat. Puis, dans un deuxième coup, de faire venir là, un entrepreneur pour évaluer vos projets puis les coûts d'investissement que vous avez prévus pour votre propriété.
Donc, maintenant, si vous avez reçu toutes ces informations-là, vous avez vérifié que c'est pas en zone inondable, le test de pyroxyte il est fait, à votre connaissance, il n'y a pas d'amiante dans la propriété et vous êtes prêt à aller de l'avant avec l'inspection pour s'assurer que les autres 300 composantes sont correctes. Comment choisir son inspecteur en bâtiment? C'est rendu relativement simple. Il y a des associations d'inspection. Donc, les deux plus gros, c'est Internachi, dont moi et mon équipe, là, on est membres, et l'AIBQ. Donc, c'est les deux associations. Allez sur les sites web des associations, vérifiez que l'inspecteur que vous voulez engager il est membre, pour avoir les assurances erreurs et omissions, ce qui vous protège comme consommateur, il faut être membre d'une association. Donc, vérifiez ça, assurez-vous, vous pouvez demander à votre inspecteur, même avant l'inspection, de vous envoyer une preuve de ces assurances erreurs et omissions pour s'assurer que vous faites affaire avec quelqu'un qui est compétent, qui a été reconnu par une association et aussi qui vous offre le maximum de protection pour son travail. Donc, cela termine la portion d'information que je voulais vous garrocher en quelque sorte. Vous pouvez, si jamais là, vous avez des questions, c'est le bon moment. Alors, je vois que le chat il est là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez les questions, puis je vais faire mon mieux là, pour répondre.